Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas publié sur cette chaîne. Ça me fait bizarre d'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir perdu tous mes repères. En fait, je bégaye quand je parle, je sais plus me servir du matériel, enfin c'est trop bizarre. Pour ceux qui veulent comprendre le pourquoi du comment, je vous retrouve en fin de vidéo pour vous dire quelques mots. Sinon, on va commencer tout de suite à parler du sujet du jour, c'est-à-dire les accords de paix entre les Émirats Arabes Unis et Israël. Vous avez vu la polémique que ça a fait, les réactions de toutes parts. Les Émirats Arabes Unis ont été accusés par la plupart des pays arabes d'être des traîtres à la cause palestinienne. Il y a même Erdogan qui a réagi, alors que la Turquie a pourtant elle-même une ambassade à Tel Aviv. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, les réactions jusqu'à maintenant, vous les avez vues et c'est pas ça qu'on va voir. On va surtout ensemble revoir les termes de l'accord, les termes principaux de l'accord, revenir sur l'histoire des relations entre les Émirats Arabes Unis et Israël et enfin analyser les conséquences pour la suite. Donc ces accords de paix, ils ont été annoncés par les États-Unis parce que ça s'est fait sous médiation américaine et les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Émirats Arabes Unis et Israël, se sont d'ores et déjà téléphonés, mais pour le moment il n'y a pas eu de rencontre physique. On aurait pu s'en douter et le voir venir cet accord de paix puisque au moment de la conférence de Bahreïn en juin 2019, une conférence qui avait pour but de trouver une solution pour la paix entre Israéliens et Palestiniens, les Émirats Arabes Unis faisaient partie des pays participants, avec bien sûr le Bahreïn qui était le pays accueil, mais aussi l'Arabie Saoudite principalement. Et la plupart des pays arabes avaient décidé de boycotter la rencontre. Il y a deux principaux points noirs dans cet accord. Le premier, c'est les annexions israéliennes en territoire palestinien qui vont être suspendues et non pas annulées tout bonnement, alors que c'était une condition qui avait été demandée par les Émirats Arabes Unis. Le deuxième point noir dans cet accord, c'est la vente de F-35 par les États-Unis aux Émirats Arabes Unis, alors que jusque-là, les Américains étaient réticents à vendre des armes à un pays arabe pour que Israël puisse conserver sa suprématie militaire dans la région. Et Benyamin Netanyahou s'y est opposé. Et c'est ce qui a valu aux Émirats Arabes Unis d'annuler leur visite aux États-Unis pour la rencontre trilatérale qui était prévue pour signer les accords de paix. Ça a d'ailleurs motivé le dessinateur de presse jordanien Abu Mahjoub à faire cette caricature où on voit les Émirats Arabes Unis se faire cracher dessus par Israël. Mais ça n'a pas du tout remis le processus en question puisque les Émirats Arabes Unis ont abrogé la loi de boycott d'Israël et le tout premier vol commercial a atterri aux Émirats Arabes Unis, le tout premier vol commercial israélien a atterri à Abu Dhabi, donc le processus est toujours en cours. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sera un traité de paix. Il sera signé à Washington, normalement, quand ils vont se rencontrer physiquement, mais c'est surtout une officialisation des relations qu'ils pouvaient avoir, et jusque-là, les relations étaient officieuses. Ces relations consistaient principalement en de la coopération en matière de sécurité, c'est-à-dire plutôt de la collaboration entre services de renseignement, et puis, petit à petit, des ex-agents des renseignements israéliens qui se sont reconvertis dans le business ont commencé à garder des contacts avec leurs interlocuteurs des Émirats et leur ont vendu des biens et des services, toujours en matière de sécurité et de surveillance. Un autre moyen d'avoir des relations entre les deux pays à l'époque, c'était de se rencontrer à l'issue de sommets internationaux, donc ça peut être en matière d'énergie, en matière d'environnement, peu importe. Et donc, à cette occasion, ils se croisaient forcément dans un couloir, dans l'Assemblée, et c'était l'occasion d'organiser des rencontres informelles, non officielles, entre ambassadeurs par exemple dans des chambres d'hôtel, ou de faire une discussion sous médiation américaine généralement. Mais les Émirats Arabes Unis recevaient aussi des Israéliens sur leur propre sol. En fait, c'était des Israéliens qui avaient la double nationalité, en général israélo-américaine, et ils venaient sur le territoire des Émirats Arabes Unis avec leur passeport américain. Les autorités en avaient parfaitement connaissance, mais ils fermaient les yeux parce que recevoir un Israélien avec sa nationalité américaine, ça passe beaucoup mieux que recevoir un Israélien qui vient d'Israël avec son passeport israélien. Mais les relations officieuses se faisaient la plupart du temps aux États-Unis et les discussions se sont récemment orientées autour de la menace iranienne, une menace commune, ce qui en a fait un ennemi commun, et donc on est allé tout naturellement vers la normalisation. Il ne faudrait pas non plus surestimer
l'hostilité des Émirats arabes unis à l'égard de l'Iran. En fait, en parallèle à son rapprochement avec Israël, les Émirats arabes unis aussi se rapprochent avec l'Iran. Il faut bien le comprendre parce que, contrairement à son allié, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts. Il y a même des divergences dans la crise au Yémen, dans la guerre au Yémen en ce moment, puisqu'ils n'ont pas le même agenda politique pour le pays. Donc en fait, l'Iran n'est pas l'ennemi juré des Émirats arabes unis comme il peut l'être pour l'Arabie saoudite, et les Émirats arabes unis n'auraient pas intérêt à se brouiller complètement avec l'Iran, ils seraient perdants dans l'histoire, donc ils ont pris un peu de distance avec l'Arabie saoudite sur ce point-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de la menace iranienne la principale motivation de cet accord de paix. En réalité, tout ça est économique. Ce sera un moyen pour les Émirats arabes unis de vendre du pétrole à Israël, un moyen pour les startups israéliennes qui sont très florissantes de recevoir des investissements qui viennent des Émirats arabes unis, et puis bien sûr, l'occasion de développer le tourisme pour les deux pays. Les Émirats arabes unis sont maintenant le 3e État arabe à avoir fait la paix officiellement avec Israël. Le premier pays à avoir signé la paix avec Israël, c'est l'Égypte en 1978, pendant les accords de Camp David, sous le président Anwar el-Sadat, ce qui leur a donné la pleine souveraineté sur le Sinaï, qui était occupé depuis la guerre des 6 jours en 1967 par Israël. Mais l'accord de paix n'a pas vraiment réussi à Anwar el-Sadat puisqu'il a été assassiné 8 ans plus tard. Le deuxième pays à avoir signé la paix avec Israël, c'est la Jordanie en 1994, après les accords d'Oslo, et c'est en vertu de cet accord que la Jordanie s'est mise à avoir la garde officielle des lieux saints de l'islam à Jérusalem, mais entre les deux, c'est une paix froide. Avec l'Égypte, il y a des relations économiques avec Israël, mais ils n'en font pas de publicité, il n'y a certainement pas de publicité israélienne en Égypte parce que c'est très mal vu. On voit d'ailleurs à quel point c'est un sujet tabou et à quel point il y a un malaise autour de cette question. Quand on regarde la série La Bande à Nagi Atallah, c'est une série égyptienne, et c'est l'histoire d'un diplomate égyptien qui est envoyé représenter l'Égypte en Israël et il le vit assez mal. Du côté de la Jordanie, maintenant, il y a aussi des échanges économiques, mais ils sont limités. La Jordanie accueille des touristes israéliens en tout cas, mais comme je vous l'ai dit, ça reste une paix froide. Par exemple, en novembre 2019, la Jordanie a décidé de récupérer des territoires prêtés à Israël en vertu de leur accord de paix. Ils devaient être prêtés pour 25 ans, donc si vous faites le calcul dans la tête, 1994 plus 25, ça fait bien 2019, donc ils ont récupéré leur souveraineté sur ces territoires et ils les ont repris à Israël. Donc contrairement à ces deux pays où il y a une paix froide, les accords de paix entre les Émirats arabes unis et Israël se veulent beaucoup plus chaleureux et vers une détente complète. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a assisté à des échanges, des déclarations d'amour enflammées entre Israéliens et Émiratis, et il y a même le propre fils de Benjamin Netanyahou, Yair, qui a pris part sur Twitter. Il y a même la mairie de Tel Aviv qui s'est mise aux couleurs du drapeau des Émirats arabes unis pour célébrer cette décision, et les réactions étaient positives. C'est autre chose que quand la mairie s'est mise aux couleurs du drapeau du Liban, parce que là, je peux vous le dire, les réactions, elles étaient quasiment unanimement hostiles, sauf la réaction de Mia Khalifa, mais du coup, elle s'est fait complètement incendier sur les réseaux sociaux, ce qui confirme quelque part cette unanimité. Bref, du côté des Émirats arabes unis, c'est autre chose, c'était globalement positif, mais attention, même si on n'a pas fait de sondage à l'échelle des Émirats arabes unis auprès des citoyens des Émirats arabes unis pour savoir ce qu'ils en pensent, on sait que la décision a été très critiquée. On a par exemple à Jérusalem des Palestiniens qui ont brûlé le drapeau des Émirats arabes unis dès que l'accord de paix a été annoncé. Il y a même sur Twitter le hashtag les Émiratis contre la normalisation, sous-entendu contre la normalisation avec Israël, et les Arabes du Golfe contre la normalisation qui s'est répandu parce qu'il existe tout un courant qui refuse le principe même d'avoir des relations avec Israël et de reconnaître cet État. Mais ce courant anti-normalisation n'a pas du tout été représenté dans la presse des Émirats arabes unis. La raison, elle est simple, il y a un avocat proche du pouvoir des Émirats arabes unis qui a fait un rappel à la loi. Tout commentaire ou toute opposition à la politique du gouvernement expose son auteur ou celui qui le partage ou le retweet à 10 ans de prison pour insulte envers l'État. Voilà, il a posté ça comme ça, je dis rien, c'est à vos risques et périls, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Non, c'était clairement un message pour anticiper toute critique de cette décision. Évidemment,
cet accord de paix va ouvrir la voie aux autres pays arabes pour suivre les pas des Émirats arabes unis. Maintenant, la question c'est de savoir qui va être le prochain. On parle du Soudan qui a clairement partagé des intentions qui vont dans ce sens, mais est-ce que ça peut être le Bahreïn qui a accueilli la conférence de Bahreïn, comme je vous l'ai dit, en juin 2019 ? Est-ce que ça va être le sultanat d'Oman qui a reçu la visite de Benyamin Netanyahou en octobre 2018 ? On ne sait pas dans quel ordre ça va se faire, mais en tout cas, l'Arabie Saoudite paraît être un bon candidat et son tour apparaît clairement inéluctable. Il y a d'ailleurs un blogueur saoudien qui s'appelle Mohammed As-Saoud, qui est très actif sur Twitter et sur Snapchat. Je croyais que c'était un troll, mais je vous assure qu'il existe, j'en étais la première surprise. Et lui, il est allé en Israël en fin d'année dernière pour rencontrer des officiels israéliens et il est clairement pour un accord de paix entre l'Arabie Saoudite et Israël, une normalisation. Et quand il est allé à Jérusalem, il a été très mal reçu par les Palestiniens qui l'ont vu comme un traître. C'était l'un des premiers à applaudir l'accord de paix entre les Émirats arabes unis et Israël et il veut la même chose pour son pays, l'Arabie Saoudite, vu que Israël et l'Arabie Saoudite partagent une haine commune vis-à-vis de l'Iran. Mais ce Mohammed As-Saoud, il n'est pas le seul à représenter ce courant et à demander qu'on aille plus dans le sens d'une normalisation avec Israël, même si on a vite fait de le prendre pour un troll et qu'il est clairement un cas isolé vu son activité sur sa page Twitter. Mais il existe des gens parmi les Saoudiens qui sont très critiques des Palestiniens. Je vais vous donner un exemple. Le caricaturiste Mahmoud Abbas, un Palestinien, oui je sais, il s'appelle vraiment Mahmoud Abbas, le même prénom que le président de l'autorité palestinienne, mais il n'y a aucun lien de parenté entre les deux. Ce caricaturiste a publié un dessin sur lequel on voit MBS, le prince héritier de l'Arabie Saoudite, qui court sur une pente descendante et qui est poursuivi par des barils de pétrole, et c'était pour illustrer la chute des cours du pétrole. Les Saoudiens l'ont extrêmement mal prise, ont trouvé ça insultant vis-à-vis du prince héritier et vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, et dès le lendemain de la publication de la caricature, il s'est fait insulter et les Palestiniens ont été traités d'ingrats étant donné que l'Arabie Saoudite fournit de l'aide financière aux Palestiniens. Voilà, maintenant les paris sont ouverts pour savoir qui sera le prochain pays arabe à suivre les pas des Émirats arabes unis, mais pour ça, je vous laisse à vos pronostics. Concernant maintenant les raisons de mon absence sur cette chaîne et l'avenir de la chaîne aussi, je vais vous donner quelques explications. D'abord, le confinement a énormément joué. On l'a tous plus ou moins mal vécu, évidemment ça a eu des répercussions sur notre morale et notre physique, mais avec le confinement et même le déconfinement qui a impliqué du télétravail ou du télétravail partiel, je me suis sentie plus fatiguée que jamais en fait. L'impression d'être encore plus fatiguée qu'avant quand je travaillais tout le temps dans des conditions normales. Du coup, j'avais vraiment plus l'énergie de faire des vidéos et d'enchaîner entre mes journées de travail et faire des vidéos au lieu de me reposer le week-end. La deuxième raison qui dissuade, c'est aussi tous les problèmes techniques que je peux avoir avec mon matériel. Ça peut être des problèmes tout à fait communs, comme par exemple plus de batterie dans l'appareil photo, plus d'espace dans la carte mémoire et du coup ça s'interrompt en plein enregistrement, ce qui est horrible parce que vous perdez le fil et soit vous êtes obligé de recommencer si vous avez perdu votre enregistrement, soit vous reprenez là où vous vous êtes arrêté mais vous avez perdu le fil quoi, c'est difficile de redémarrer. Enfin la dernière raison, et c'est clairement la plus importante de toutes les raisons, c'est les réactions négatives. Alors je sais, vous me dites souvent de ne pas y prêter attention, mes proches me disent la même chose et moi-même c'est ce que je me dis et c'est ce que je conseillerais à quelqu'un qui est beaucoup trop affecté par les commentaires négatifs, mais j'y arrive pas en fait. Je sais que c'est le lot de tous les créateurs de contenu ou tous ceux qui s'exposent sur internet et sur les réseaux sociaux de manière générale, de recevoir des commentaires négatifs, malveillants, désobligeants et des trolls en fait. Mais c'est vraiment difficile pour moi d'en faire abstraction. Je vais vous dire pourquoi en fait. Je surveille les commentaires, les retours de mes abonnés, de ma communauté, mais sur 10 commentaires positifs, on va dire il va y avoir un commentaire négatif et celui-là, il va me casser le moral en fait, il va me refroidir. Alors ça va pas durer éternellement, c'est sur le moment, ça va vraiment me piquer, parfois c'est extrêmement blessant, ça va durer quelques minutes, quelques heures,
peut-être une journée, après ça va passer, mais sur le moment quand même, ça fait quelque chose. Et c'est cette sensation que je cherche à tout prix à éviter parce que maintenant c'est devenu une source d'angoisse pour moi d'ouvrir l'espace commentaire ou ne serait-ce qu'ouvrir l'application YouTube pour les créateurs et de scroller et de découvrir les commentaires. J'ai toujours peur de trouver un commentaire négatif. Quand je dis négatif, bien sûr, je veux dire des commentaires méchants, malveillants. Je ne parle pas des critiques constructives qui viennent toujours de mes abonnés. De toute façon, je l'ai remarqué, les commentaires négatifs, ils viennent toujours un certain temps après, quand des gens de l'extérieur qui me connaissent pas, qui connaissent pas l'objet de ma chaîne, qui connaissent pas ma personnalité, se permettent de commenter et de juger. Mais vous qui me connaissez, vous êtes toujours extrêmement bienveillant et ça fait plaisir. Pourquoi je suis revenue? Parce que tout simplement j'ai fait un rêve. Ça je l'ai dit sur un post sur YouTube que certains d'entre vous ont déjà vu. Et dans ce rêve, je rêvais tout simplement que je postais une vidéo sur YouTube. C'est totalement stupide. Et puis super le rêve quoi, les gens ils rêvent qu'ils vont dans l'espace, qu'ils volent avec les oiseaux, qu'ils sont riches, j'en sais rien. Et ben moi je rêve de choses tout à fait ordinaires et banales, je rêve que je poste une vidéo. Sauf que quand j'ai fait ce rêve, j'ai retrouvé toutes les sensations positives que j'avais avant, cette excitation, cette motivation que j'ai en postant des vidéos et en ayant vos retours. Vraiment, j'ai retrouvé le plaisir de poster des vidéos, tout ça en rêve. Et pour la première fois, l'idée de poster des vidéos ne me procurait plus ce sentiment d'angoisse à l'idée de voir des commentaires méchants et malveillants, mais au contraire, de l'enthousiasme. Voilà, vous savez tout maintenant. Peut-être que je vais faire un live dans les jours à venir, c'est d'ailleurs bientôt mon anniversaire, mais ça je vous en reparlerai, même si ça n'a rien à voir avec la chaîne, et peut-être que certains d'entre vous s'en fichent royalement, mais voilà, je le dis. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé ensemble et j'ai envie d'avoir un contact direct avec vous. C'est très important pour moi de savoir quelles sont vos attentes, pourquoi vous me suivez, qu'est-ce que vous me trouvez de plus que d'autres chaînes, j'en sais rien. Vraiment que je me rappelle moi-même pourquoi j'ai commencé à faire ces vidéos et pourquoi je les continue pour vous. L'autre leçon aussi que j'ai apprise, c'est de ne plus faire des vidéos au détriment de ma propre volonté, ma propre conscience, mon propre ressenti, parce que ça va entraîner des frustrations et ça va me mettre une pression inutile, alors que, encore une fois, c'est pour le plaisir de partager et de vous apprendre des nouvelles choses. Voilà, je vais arrêter maintenant, j'ai trop parlé. Encore une fois, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous embrasse. À bientôt.